quand je suis rentré à McGill, aussi, McGill perdait beaucoup et j'étais pas super motivé. Puis la raison pour laquelle je suis rentré à McGill in the first place, c'est parce que j'avais manqué mes entrevues de médecine en français à l'Université Laval puis à l'Université de Montréal parce que c'était pendant les playoffs des Canadiens puis j'avais bu un verre de trop la veille puis j'ai manqué mes entrevues. Je t'ai jamais compté ça? On va couper le gâteau, on va couper le gâteau, on va couper le gâteau, on va couper le gâteau. What it do, baby? Let's go! 200 épisodes de Sans Restriction. Dans quel monde? Dans quel monde on pouvait imaginer avoir 200 épisodes de Sans Restriction? Dans notre monde, for sure, mais il est sûr que les gens... il y a certaines personnes qui pensaient pas qu'on allait y arriver, mais eux, on s'en fout. Moi, je suis avec ceux qui pensaient qu'on allait y arriver. Bruno, partenaire du pod, Day One-ish. Mathieu Brutus qui fait la musique. Tous les gens qui sont venus à notre podcast live devant le public. Même celui qu'on a fait en ligne pendant la pandémie. Tous les gens qui sont venus sur le podcast, les invités, on a appris des choses. On est dans l'ouverture, on est dans la générosité, on est dans l'apprentissage. Puis on est intelligent parce qu'on comprend qu'on n'est pas les plus intelligents. So, moi, je suis très, très, très fier de ce qu'on a accompli au courant des 2-3 dernières années. Je vais le dire, des 200 derniers épisodes. Puis d'avoir ma main man Lolo, Laurent Duvernay-Tardif, qui est sur le pod aujourd'hui. Man, c'est encore plus emotional parce que ma dog, il m'avait dit, à chaque 100, je vais être sur le pod. Puis on a enregistré ça il y a quelques semaines, naturellement, parce que lui, bon, il rentrait en résidence. Et puis, on voulait être sûr d'avoir le temps de l'avoir. Donc, c'était enregistré il y a un mois et demi. Mais quand même, on a le 200e épisode de Sans Restriction live dans vos oreilles en ce moment. Je veux remercier tout le monde qui nous écoute dans les camions, dans les métros, en s'entraînant. Les gens, ils viennent me voir et disent « Ok, j'écoute ton pod, man. » Ma main Zach que j'ai rencontré à Omnium Banque Nationale, il dit « J'écoute ton podcast. » Ma dude, bon, je me rappelle pas ton nom, Big Dog, mais le gars avec les photos autographiées, il dit « Ok, j'écoute ton podcast. » Et les gens écoutent le pod. Les gens écoutent le pod. Puis je pense que je l'ai jamais autant ressenti qu'en ce moment. So, yo, un énorme merci. Je sais que l'intro est longue, mais god damn, fallait que je fasse un big shout out to my people. Parce que, yo, on est là, guys. 200 épisodes de quelque chose, c'est grandiose. C'est grandiose. 100 épisodes, c'était déjà quelque chose. Mais 200, c'est spécial. So, je veux juste prendre le temps de merci à tout le monde. Encore une fois, partenaire du Podman qui m'envoie les pods des fois à 11 minuit, 1h du matin. Il reste réveillé, il veut s'assurer que le son soit bon, il veut s'assurer que tout soit bon. Bruno Mercure, what a guy, what a dog. Puis de toute ma carrière en médias, c'est le gars que je suis le plus heureux d'avoir fait la rencontre. Il fit, on a les mêmes valeurs, man, on a la même drive. Puis yo, je peux vous garantir qu'on n'a pas fini, man. On n'a pas fini de vous donner des shit que vous avez jamais vu, man. Yo, trust me, trust. Parce que quand je dis quelque chose, je le fais, hein, vous savez. La preuve, PHF Montréal. so, quand je dis quelque chose, je le fais. So, encore une fois, merci beaucoup tout le monde. On s'en va écouter ma main man, le frère d'une autre mère, champion du Super Bowl. Puis, yo, vous allez voir, j'ai aimé la discussion avec Lolo parce que je vais vous parler de ça dans la conclusion. Je vais parler de ça dans la conclusion. On s'en va écouter Lolo, live, maintenant. Yo, 200 épisodes, baby! 200e pod. 200. 1, 2, 3, 4, 200. 200e pod. 200e pod. Et il m'avait promis qu'à chaque centaine, il allait être là. Il remplit sa promesse. On est le 26 juin. Hein, ma voix est rusty parce que je reviens du mariage de Jen Tardif et Charles Hamelin, mais il n'y avait aucune chance que je manque la chance de pouvoir parler avec ma main man, my brother from another mother, Laurent Duvernay-Tardif. Comment tu vas, brother? Ah, ça va, man. Je suis content d'être là, honnêtement. Si tu m'avais dit, c'était quoi les chances qu'il y ait un 200e podcast, là, 1 an et quelques mois, quand on a fait le 100e ensemble, j'aurais dit 50%. Mais ça aurait été mal de connaître my boy Kev. Yeah! Pour vrai, bravo, man. Bravo pour tout ce que tu fais. Bravo pour les potes. Bravo pour
Donner juste une tribune aux athlètes en général, man, on a besoin de ça au Québec, puis tu le fais avec brio. Fait que, honnêtement, je te lève mon chapeau. Puis en plus, t'aimes ça les chapeaux, tu mets tout le temps les chapeaux. Yo, je t'ai jamais vu avec un chapeau. Mais merci pour les bons mots. J'ai jamais vu avec un chapeau, bro. Ah, j'en ai un petit en plus. Un petit chapeau melon de paille, là. À ce qui paraît, c'est bien beau, mais non, c'est pas beau sur les gars de 6 pieds 5, 300 000 livres, ça marche comme pas. Non, mais on va aller, avant que tu fasses tes affaires, là, on va aller magasiner chez Henri. C'est là que je magasine. C'est le magasin de chapeaux qui était là, genre quand Maurice Richard jouait, là, OK? Puis à chaque fois qu'on va là, le monsieur, il part pendant 1h30, puis t'achètes 2 chapeaux, puis c'est vraiment nice, ça. On ira là, le monsieur, le monsieur me raconte des affaires, je suis comme, bro, j'étais pas né. Arrête de... Je veux juste acheter un chapeau. Il m'en fait acheter 2, so on va aller là-bas. Mais sinon, à part ça, qu'est-ce qui se passe de bon, là? Qu'est-ce que tu fais? Man, il se passe pas grand-chose. Honnêtement, j'écoutais le 100e pod, puis je me disais, qu'est-ce que je vais dire de plus? Honnêtement, j'ai l'impression que ma vie est comme peak. Quand j'ai... Non, mais... on avait tellement de trucs à parler. Super Bowl, pandémie, CHSLD, retour au jeu, Chiefs de Kansas City, Jets, blablabla. Bla, bla. Puis honnêtement, je me dis, on a-tu encore envie de te raconter la même affaire pendant une autre heure ensemble? Fait en tout cas, moi, je te propose quelque chose. Pour le 200e, okay. Flip the script. Flip the script, OK. Là, je sais que tu t'y attends pas, mais je me dis, Laurent Durand-Tardif interview Kevin Raphaël. Parce que faut te donner une tribune à toi aussi. Tu poses des questions à tout le monde, tu choses avec tout le monde, t'es buddy avec tout le monde, mais t'as 1 million de projets, man. Tu sais, personne... En tout cas, moi, je savais pas que t'étais allé à l'école de l'humour. Je savais pas que t'avais un show. Non, j'ai pas été à l'école de l'humour, mais... Pourtant, t'es drôle. Non, mais c'est vrai. En tout cas, mais t'as un show qui s'en vient, t'es animateur, tu fais des shows de réno, t'es un philanthrope, t'as des projets qui te tiennent à cœur, tu mets de l'avant le sport féminin, puis moi, ce que j'admire par-dessus tout, c'est à quel point tu utilises le mainstream, TVA, les autres projets que tu fais, pour empower des projets qui te tiennent à cœur. Puis ça, honnêtement, il y a pas grand monde qui fait ça. Puis encore une fois, ben je te lève un autre de mes chapeaux, ça fait 2 chapeaux. Ouais. Mais je veux qu'on en parle aujourd'hui. Puis si t'es à l'aise, moi, je dégrade là-dessus. Let's go. Let's flip the script. Moi, je te suis. Puis là, je suis un peu mal à l'aise parce que c'est rare que ça arrive. Fait que moi, je te suis. Puis let's go, man. Mais honnêtement, être intervieweur non plus, c'est pas dans la vie de tous les jours que je fais ça, mais let's go, on l'essaie comme ça. On le fait ensemble. Moi, je vais poser la question suivante à Kevin Raphaël, mais honnêtement, ça vient de où cette drive-là pour tous les projets? Tu sais, on te voit avec la classique Kevin Raphaël. Ouais. Tu fais pas ça pour faire de l'argent, tu fais ça pour redonner à Lucan. Qu'est-ce qui te motive à faire tous ces projets-là et à t'impliquer autant? Ben écoute, c'est une question que je pourrais te poser, puis je pense qu'on aurait pas mal la même réponse de sinon, on ferait quoi? Tu veux que je fasse quoi? Non, mais, tu sais, dans le sens que, on fait des... Moi, les gens qui font rien avec le peu de reconnaissance, de visibilité ou whatever, moi, j'ai zaï ces gens-là parce qu'on a la chance d'avoir une tribune, d'avoir des gens qui nous suivent, d'avoir des gens qui veulent être associés à nous. Puis, je pense qu'il faut qu'on prenne le temps de redonner ce blessing-là. Là. Pour vrai, c'est fucking wack les gens qu'ils prennent tout, puis après ça, ils redonnent jamais. Je trouve que c'est contre-productif de ce que ça devrait être la société puis de ce que ça devrait être le mindset. T'sais, oui, je travaille beaucoup, je mets du temps, je mets du... Bon, mais le mindset, c'est de redonner le plus. Moi, je veux pouvoir redonner plus que qu'est-ce que j'ai gagné à la fin. Je veux être dans le moins. Je veux être dans le négatif quand je vais die. Parce que Jake l'a dit. Bury me with money, no! Mais comment tu sépares ton temps? C'est-tu genre 50% projet comme plus alimentaire, si on peut appeler ça de même, puis 50% projet qui te passionne? C'est quoi la répartition de ton temps? C'est une bonne question. Je te dirais que ces temps-ci, je suis plus dans le 70-30, dans les projets que je déteste faire, mais que je fais parce que je veux être payé, puis 70% projets que je tripe vraiment beaucoup. Je te dirais qu'il y a 2 ans, c'était plus du 70-30 à l'inverse, mais je pense que je suis vraiment dans une passe où je fais des trucs que j'aime, je les fais avec les gens que j'aime, puis si ça me tente plus, m'en vais chez moi, on n'en parle plus, ciao, bye. Pas de hard feeling, puis c'est tout, tu sais. Mais... C'est quoi ces projets-là qui s'en viennent? Tu sais, moi, je connais la classique, je connais le podcast, mais je sais qu'il y en a plein d'autres parce que chaque fois qu'on se voit pour prendre une bière, tu me parles, puis je suis comme, comment ce gars-là fait pour rentrer autant de projets dans sa semaine? OK, so là, on a le podcast. On veut faire des grandes choses avec le pod avec Bruno qui est dans le studio avec moi. On veut faire des grandes choses avec, faire
whatever, on va faire des grandes choses avec. Il y a le tournoi de hockey féminin. Là, on est le 26, mais le 2-3, le tournoi de hockey féminin où on sort Caroline Ouellette et Julie Chu de leur retraite. Par la suite, il y a la classique. Par la suite, quand ça va sortir, ça va être annoncé, mais je vais faire un gala juste pour eux cette année, mon premier, après avoir couru après toute ma carrière. Fait que là, je vais faire mon premier gala. Là, tu vas avoir un one-man show d'humour. Je vais juste participer au gala de Richardson Zephyr. Donc, tout, dans le fond, quand tu commences en humour, ton but, c'est d'arriver sur un gala juste pour rire de quelqu'un. Puis, tu sais, petite anecdote rapide de comment c'est arrivé. So, Rich m'appelle un lundi, dit « Yo, Kev, viens sur mon gala. » Là, je suis comme « Yo, Rich, j'ai pas fait de show depuis 3 ans. » Là, il dit « Yo, Kev, je t'ai booké au bordel. » Là, je suis comme « Quoi? » By the way, quand j'étais humoriste, tous les jours, aller au bordel, pour moi, c'était comme une fois, genre. J'avais jamais été plus qu'une fois à part les open mic. Là, le gars, il me book, genre, 4 jours de préavis. Fait que j'écris un numéro, j'arrive au bordel, j'ai 2 shows le même soir. Le premier show, les gens me disent que ça a bien été quand même, mais moi, dans ma tête, je me suis pété la face. C'était mon premier show. J'avais pas mes réflexes. Deuxième show, ça a mieux été. Après ça, j'ai recommencé à faire les shows. J'apparaissais sur les shows à cachette. Je demandais même pas de cachette. J'étais juste comme, je veux juste rouler le matériel. Puis finalement, j'ai envoyé mon numéro. Ils ont accepté le numéro, man. Fait que là, c'était une belle journée remplie d'émotions quand j'ai reçu le courriel pour dire, j'étais comme, ça, vous m'avez refusé pendant 7 ans. Puis là, que j'ai arrêté 3 ans, vous voulez? Foot. Là, j'étais piste. Mais j'étais content. C'est à cause de la lutte, man. C'est sûr que c'est à cause de la lutte. Yo, la lutte, OK, c'est le plus beau projet que j'ai. No lie, crier pendant 1 heure de temps, être le méchant. Genre, tu sais, c'est comme si... Là, imagine, là, OK, qu'on te donnait le droit, OK, de dire tout ce que tu veux sur qui tu veux pendant 1 heure, puis que tout le monde fasse comme « Ouais, mais c'est juste son personnage. » Tu deviendrais fou, toi. Ils t'en veulent pas. Je comprends. Il y a pas de filtre. Puis tu chiales, mais au bout du compte, tu sais que c'est sans rancune, puis tout le monde retourne chez eux content. Mais je te renvoie... C'est une bonne question, tu te dis comment tu sépares ton temps, parce que moi, je te le renvoie à toi. Comment toi, tu sépares ton temps? Parce que, pour de vrai, là, genre, quand je te vois, je suis comme, yo, il a trouvé du temps. Là, en ce moment, honnêtement, là, j'allais dire, je suis pas dans une bonne phase. C'est pas ça. Mais, tu sais, je commence médecine dans exactement 1 semaine, jour pour jour. Lundi prochain, je suis à l'hôpital juif de Montréal à 8 h du matin, puis je commence mes 2 prochaines années de médecine avec peut-être une pause football, qui sait, mais tu sais, on regardait ça, Flo puis moi, Flo étant ma copine hier, puis on était genre, il y a quand même beaucoup d'incertitudes devant nous. Tu sais, honnêtement, tu sais pas combien de temps, tu sais pas si tu vas aimer la médecine, tu sais pas c'est quoi de plonger dans ce nouveau domaine-là, tu sais pas ce qui arrive cet automne non plus. Fait que j'étais un peu à pédaler, puis on dirait que je me suis donné comme défi d'essayer de closer le plus de dossiers possible avant de commencer la médecine. Mais j'avais comme oublié, ou du moins je savais pas, je l'avais pas vu venir que closer les dossiers, ça a aussi comme un commitment de temps. Fait que en ce moment, genre, c'est vraiment intense. C'est vraiment, vraiment intense. Puis c'est pour ça que, genre, moi, un peu comme tu disais tantôt, on est tellement privilégiés, je suis pas le genre de gars qui veut me mettre à chialer. Fait que c'est pour ça que ça me tentait pas de parler de moi aujourd'hui, parce que j'ai pas envie de déblatérer sur à quel point mon horaire est fou ces temps-ci. Même si c'est ça la vie, tu sais, je veux dire, man up, je le fais, puis mais il faut qu'on le dise, je sais que ça fait partie de notre vie, puis des fois, on a des moins bons moments, puis des fois, c'est plus intense, mais tu sais, en ce moment, j'essaie juste de rapper tous les projets que je me suis mis un bras dans le tordeur avec, puis c'est tous des beaux projets, c'est ça l'affaire, puis d'essayer de rester positif là-dedans. Mais il y a plein de beaux trucs qui s'en viennent. Je suis vraiment confiant, puis honnêtement, là, je veux juste créer une espèce de bulle autour de moi pour commencer médecine. Fait que quand tu demandes c'est quoi ma répartition de temps, en ce moment, c'est partout tout le temps, mais j'espère que dans 1 semaine, je vais être capable de comme dire que c'est 80% au moins médecine, parce que hey, ça fait 4 ans que j'ai pas été dans un milieu hospitalier à titre d'étudiant / résident / médecin. Il va y avoir quand même un ajustement. Mais ça te fait pas peur, man? C'est comme si, mettons, je coachais pas pendant 4 ans, je retournais. Je suis terrorisé. Je suis terrorisé. Non, mais imagine, là, tu sais, mettons, parce que c'est ça que je demandais à Joanie, tu sais, à Joanie Rochette. Puis, tu sais, je disais, Jo, quand tu fais la prise de sang, là, ils savent c'est Joanie Rochette, là. Toi, tu peux pas fuck up, là. Non, c'est clair. Mais hey, je suis même pas rendu à penser à ça. Pour l'instant, j'essaie juste de comprendre que genre un dossier médical électronique. En tout cas, il y a tellement de systèmes de mots de passe. Puis honnêtement, tu sais, j'ai des qualités, mais tout ce qui est genre être à jour dans ses courriels, les mots de passe, les accès, c'est pas mon fort. Puis on dirait qu'en médecine, ils font comme ils sont intelligents, fait qu'ils vont être capables de s'arranger, fait qu'ils nous donnent. Il y a tellement de trucs à faire.
sais, j'étais en retard dans mes vaccins, j'ai pas d'assurance maladie parce que j'étais aux États-Unis. Il y a comme 1 million de trucs plus grands que juste la médecine qui... non, c'est vraiment... Mais comme tu vois, c'est ça, faut arrêter parce qu'il faut pas chialer. Au bout du compte, je suis tellement privilégié, je commence médecine après 4 ans. J'ai eu la flexibilité de pouvoir jouer au foot pendant 8 ans. J'ai une autre opportunité si je veux jouer une 9e année. Fait qu'en un, il faut arrêter de chialer, puis il faut juste, tu sais, c'est correct des fois de l'avoir un peu plus tough, là. Fait que là, je suis un peu dans ce mindset-là. Je suis tellement à la même place que toi, là. Genre, la classique, c'est nice, là. OK? C'est nice. On donne l'argent à Lecamp, c'est nice. Yo, je dors pas! C'est clair. Ça prend combien de temps à organiser la classique? Ça prend combien de temps? Est-ce que tu as l'impression que quand tu finis la classique, tu commences déjà à préparer ça de l'année d'après? On finit le 7, on commence le 8. C'est fou, la classique, c'est le 6 cette année. On finit le 6, on commence le 7. C'est pour l'autre année. Puis, cette année, on a 3 games. Ça veut dire 3 fois plus de... Parce que le problème, c'est pas d'organiser le match. C'est pas ça le problème. Parce que ça, c'est facile. Ça fait 7 ans qu'on le fait. On est habitué. On a un bon support. On a des commanditaires cette année. Les 3 matchs sont commandités avec des commanditaires différents. On va pouvoir donner de l'argent à Lecamp comme on veut donner. Puis on va pouvoir faire un événement. Tu sais, il va y avoir une chorale qui va faire notre entrée à la classique cette année. Là. Il y a une chorale qui va chanter notre entrée. Là. Je peux me permettre ça. Bon. Le problème, c'est les joueurs et les joueuses. Puis je dis joueuses, mais j'ai pas de problème avec les joueuses. Les joueuses, j'ai pas de stress avec eux. Les joueuses, puis toi, l'autre, t'es un athlète. OK? Tu le sais à quel point les athlètes, c'est des bébés là. OK? Moi, je veux pas commencer à disrespect ma profession, là. Yo, c'est des bébés là. OK? Je les cherche. Je vais le drop son nom. OK? Je m'en fous. J'étais avec Marc-Édouard Vlasic hier au Jazz. OK? Je l'annonce cette semaine à la classique. On jase. Il me dit, c'est quand la classique? Je dis, mais Marc-Édouard, tu m'as texté que tu venais. Tu vas me demander c'est quand? Là, il dit, c'est quelle date? Là, je dis, Marc. Là, je redonne la date. Il dit, OK, je suis là. Je suis comme, je sais que t'es là. Tu m'as dit que tu venais. Oh my God. C'est juste des trucs comme ça où, moi, la meilleure anecdote de la classique pour moi, c'est, ou une des top 3, c'est quand Pierre-Luc Dubois est flambant nu dans le vestiaire, me regarde dans les yeux puis dit, Kev, est-ce que tu as du savon puis une serviette? Là, je dis, mais non. On apporte tous nos savons et nos serviettes. Il dit, ben non. D'habitude, les savons et serviettes sont là pour nous, parce que c'est un gars de la Ligue nationale professionnelle. Et tous les joueurs pro qui étaient dans la chambre et les chambres viennent me voir un par un pour du savon et serviette. Fait que là, les gars qui jouent pas avaient tout ça dans leur sac. Fait que là, tous les humoristes se mettent à passer leur savon et leurs serviettes aux joueurs pro. J'étais comme, c'est quoi cette vie? Fait que là, l'année d'après, c'était notre priorité de trouver des serviettes et du savon. Et là, depuis cette année-là, on n'a plus de problème. Mais tu sais, ou mettons Sherbak que j'adore, Nicky Sherbak, là, je l'adore. Puis c'est un des meilleurs joueurs de basketball que je connais, Nicky Sherbak. Vous donner une idée. So, Nicky est là. Nicky, sur la classique, c'est tout le temps le samedi. Le vendredi ou le jeudi, il me dit que je m'en viens à le jeudi, il me dit que je m'en viens à la classique. Vendredi, je m'en vais lui faire un chandail vite, boum, boum, boum. On fait le chandail. Je réussis à avoir le chandail prêt pour la classique. J'ai dit c'est à 13h sur la patinoire, arrive à 12h30, whatever. Il est 12h45, il n'y a pas de Nicky. J'ai dit, Nicky est où? Il est pas venu. Je texte Nicky. Il dit, Nicky, t'es où? Il dit, ben yo, personne n'est venu me chercher. No way! What do you mean, Nicky? What do you mean? On envoie quelqu'un flyer aller le chercher, ramasse Nicky et sa famille, by the way, parce qu'il n'était pas tout seul à attendre qu'on vienne le chercher. Se pointe à la classique, arrive à la classique à 13h15. Jay du Temple arrive à 13h14 parce qu'il n'y avait pas de casque. Il a été au fucking source du sport aller chercher un casque. Fait que moi, je cherche Nicky Sherbak et Jay du Temple, le premier choix du Canadien. Je les cherche. On les trouve pas, OK? On finit le warm-up. Les gars s'habillent et sont prêts pour la présentation des joueurs et ils embarquent sur la patinoire. Ça, les gens savent pas, là. Mais moi, je cours partout cette journée-là et là, moi, faut que je trouve Nicky et Jay. Ah, pis toi, là-dedans, pour l'avoir vu, t'es joueur, t'es animateur, t'es organisateur. Là, je peux comprendre que le stress doit monter là, quand il faut que t'entertaines le crowd avec un micro, mais en même temps, tu sais que t'as des joueurs clés qui sont pas là. Mais ça, c'est... moi, il y a quelque chose tantôt que tu parlais au « on ». Puis ça, moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui disent pas « je » tout le temps. Parce qu'on le sait qu'il y a une équipe derrière chaque événement qu'on fait. C'est qui pour toi, cette équipe-là? Ben, tu sais, mettons, il y a Manu, mon meilleur ami, qui est Day One. Bruno, qui est Day One. Tu sais, Bruno, j'ai travaillé avec Bruno, Kevin Raphaël Show, right? Puis, genre, une des premières journées, j'ai dit, yo, moi, je ride avec Bruno pour... Comme Manu. La première journée que j'ai rencontré Manu, c'est en secondaire 1, camp d'intégration, à Collège Le Tendre.
On parlait tellement qu'on a fait du piquet dehors. Puis c'était la nuit. Ils nous ont fait faire du piquet première journée de secondaire. C'est secondaire, ça? OK, c'est bon ça. On s'est regardé, on a fait we in for the long run. Puis ça fait quoi, 20 ans? Tu sais, même chose pour Bruno, Kevin Raphaël. J'ai fait, OK, ce gars-là, il sait qu'est-ce qu'il fait. Puis j'ai du fun à travailler avec. Tu sais, même chose pour Bruno. Puis tu sais, là, maintenant, on a rajouté Charlotte puis Daphné qui nous aide avec les commandites. Tu sais, Pat Laprade qui anime, les DJ, les Stephen Dick qui s'occupe de l'arena pour le tournoi de hockey féminin, Marty qui était une source exceptionnelle de intel sur le hockey puis qui est là à chaque classique. Tu sais, on a du monde autour de nous qui font en sorte que la classique, c'est exceptionnel. Puis ces gens-là sont là parce que... Emilio. Ces gens-là sont là parce qu'ils croient à la cause, parce qu'ils sont là pour toi, ils sont là pour l'argent. C'est quoi qui motive tout ce noyau-là à travailler ensemble? On travaille d'équipe parce qu'on paye pas grand monde, là, on paye pas personne. C'est un travail d'équipe. Puis je pense que tout le monde comprend que moi, je le fais vraiment... je le fais pas pour l'argent ou le fame ou le whatever. Puis je pense que tout le monde... Tu sais, des fois, tu travailles avec des gens... Puis tu sais, je recrute, là, je suis en train de recruter une des gens de ta fondation que je trouve exceptionnelle. Elle s'appelle Isabelle. Elle joue à la rugby. Non, mais je la recrute juste pour la classique. Juste pour la classique. Après ça, juste pour la classique. Ah, j'ai déjà fait... Juste pour le tournoi de hockey féminin. Puis après ça, juste pour le projet que je... non, je te vois venir, man. Non, mais puis, by the way, hein, ça, c'est quelque chose que je respecte beaucoup, hein, parce que je parlais avec Isa, puis elle a dit yo, on est tellement bien traité à la fondation. Puis l'arrêt d'auto-bac du tournoi, j'ai appelé Manu, puis j'ai dit tous ceux avec qui on travaille doivent avoir le même discours que Isa vient d'avoir avec moi. C'est une priorité. Tu sais, elle sait pas qu'on est boy, là, ou peut-être qu'elle sait pas qu'on est autant boy, mais tu sais, elle était vraiment franche, là, puis j'étais comme shit. Ce discours-là qu'elle a eu, c'est ça qu'il nous faut pour tout le monde. Là, on traite tout le monde, tu sais, on a toujours bien traité tout le monde, mais là, on y va, tu sais, le extra mile, exemple. On a toujours oublié la bouffe pour les bénévoles à la classique. Les bénévoles, c'était toujours comme, on s'occupait des joueurs, des fans. Puis là, cette année, il y a tellement de bouffe, OK? Il y a tellement de bouffe cette année. God damn, on peut nourrir Afrique 3 fois, OK? Parce qu'on trouve ça important. Non, c'est... Moi, tu sais, moi, je te connais. Tu sais, toi, mettons, aux yeux des gens, c'est Laurent Duvernay-Tardif, tu sais, les trois noms. Moi, c'est Lolo, tu sais, moi, c'est Lo. Moi, c'est ma dog. Moi, c'est chez Shape of You, jeudi, chez Josie, tu comprends? Moi, c'est... That's my shit, tu comprends? Puis, quand les gens, ils parlent de toi, de ta fondation ou de tes shit, puis là, bon. Mais moi, ça me fait chaud au cœur parce que je suis comme... Mais c'est comme ça que je veux qu'ils parlent de mes shit aussi, de toutes les choses que je fais. So, yeah. Mais, man, honnêtement, je vais pas m'étendre là-dessus, mais quand tu fais de la philanthropie, quand tu fais des projets qui te tiennent à cœur, puis au bout du compte, notre cause, nous autres, c'est de rejoindre les jeunes. Mais quand il y a des bénévoles qui sont des étudiants athlètes, puis qui sont des modèles pour ces jeunes-là, qui viennent donner de leur temps, t'as pas le choix de faire en sorte qu'eux autres aussi aient la plus belle expérience de leur vie. Là. C'est pas juste about les fans ou les jeunes, c'est tout le monde. C'est tout le monde qui donne leur temps pour être là. Peu importe c'est quoi le projet. Faut qu'ils ressortent avec le sourire, puis faut qu'ils soient, eux, des vecteurs de transmission de la bonne nouvelle, à quel point c'est nice. Fait que non, moi, je suis 100% d'accord avec ça. Puis, tu sais, la pénurie de main-d'œuvre que tout le monde parle dans les PME, tout ça, ben, c'est vrai aussi en philanthropie. Là. Nous autres, on a des programmes qui roulent dans 20 écoles. On va aller à 40 l'année prochaine. Ça va être au-dessus de 50 employés à temps partiel. Comme, faut que t'en prennes soin. Parce qu'on leur en demande beaucoup. On leur en demande beaucoup. Tu sais, quand pour 25$ de l'heure, t'as besoin d'entertain 10 à 20 jeunes qui viennent pas toujours de parcours super faciles sur des heures de dîner, nos programmes qu'on fait à la fondation, c'est pas Laurent Duvernay-Tardif qui est fait, c'est les gens. C'est les gens qui travaillent avec nous. Puis si ces gens-là sont pas bien, c'est impossible qu'on ait un impact positif sur les jeunes qu'on veut rejoindre. Fait non, je suis 100% d'accord. C'est holistique. Faut que tout le monde soit bien. C'est ça le secret. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est ça que tu fais avec la classique aussi. Puis moi, je veux tout de suite sauter du coq à l'âne, mais tu parlais tantôt de ton tournoi de hockey féminin. Je veux dire, parle-nous-en un peu, mais surtout, parle-nous de pourquoi tu t'impliques autant dans le sport féminin. Je sais pas à quel point on a le droit de tout dire sur ce podcast-là, mais tu sais, moi, j'ai connu Kevin Raphaël, le futur commissioner d'une ligue qui a pas vu le jour. J'ai vu Kevin Raphaël. Non, mais c'est vrai. Genre, tu t'impliques tellement, tu donnes tellement de temps, puis pourquoi au bout du compte? Mais tu le fais même pas pour... Je t'ai jamais vu en entrevue dans les médias à dire que tu voulais changer le monde, mais tu le fais. Comme... pourquoi? Genre, pourquoi? Puis pourquoi le sport féminin? Puis pourquoi le hockey féminin? Chaque fois que je te vois dans des parties, t'es avec les filles de hockey féminin. C'est quoi cette vibe-là? Mais je sais pas si... Mais là, Bruno a pas de mic, fait qu'il pourra pas chime in, là. Mais Bruno, tu te rappelles
le problème pour avoir Anne-Sophie Bété sur le show. Le problème pour avoir Anne-Sophie Bété sur Kevin Raphaël Show, OK? Puis c'est là que j'ai compris. Quand Bruno m'a expliqué, j'ai fait « Ah, c'est compliqué avoir les filles sur le show? Ah, il y a quelque chose qu'il faut qu'on travaille là-dessus. » Je connaissais déjà Mélodie Daou. J'avais déjà fait une première entrevue par téléphone quick avec Anne-Sophie Bété. Elle était chez le Ikea, je faisais pour Alt. Puis quand on a eu la difficulté, pas parce que Anne-Sophie était difficile, mais parce que les gens pensaient peut-être pas qu'Anne-Sophie allait tirer du rating. Là, moi, j'ai fait « Oh shit, comme, guys, c'est la capitaine par intérim de l'équipe féminine de hockey de Montréal. Je veux l'avoir sur mon show. Et vous me dites que c'est difficile? OK, let's dig in. » Là, j'ai commencé à dig in. J'allais avoir mon premier match de hockey. Puis, je me rappelle, j'étais dans les estrades. Puis, j'ai dit « Yo, ça, c'est mon shit. » C'est ma première game, première période que j'ai vue. En fait, ça, c'est mon vibe. C'était vrai. Les gens qui travaillent là, c'est des bénévoles. Il y avait les kids qui criaient dans les estrades. J'ai dit « Ça, c'est mon vibe. » Après ça, bon, je suis devenu plus proche de Danso, de Mélo, Pou, toutes les filles. Fait que là, ça a fait en sorte que là, j'ai comme connu le backstory de c'était quoi être une joueuse de hockey. Donc, quand j'ai connu le backstory, c'est quoi c'est une joueuse de hockey, j'ai fait, ben, moi, ma job dans la vie, ça va être de s'assurer que ce shit-là arrive plus jamais. Je suis curieux, c'est quoi ce shit-là? C'est quoi le backstory d'une joueuse de hockey? Ben, tu sais, pas être payé, payer son équipement, payer le boss pour aller à l'arena. Quand je dis pas être payé, c'est être payé 2000 par année, mais on s'entend que l'équipement, ça coûte plus que 2000. Puis ça, c'est quand ils te payent. Pas avoir de reconnaissance pour l'entraînement et le travail qu'elles font, parce elles font autant, sinon plus, de travail et d'entraînement qu'un gars de la Ligue nationale, parce qu'un gars de la Ligue nationale, c'est temps plein. Elle travaille, elle passe sa pause de dîner, elle s'en va au gym, passe sa douche, retourne travailler. S'entraîne le soir sur la patinoire. Ces petites choses-là, ça m'a vraiment... C'est des passionnés. C'est des passionnés plus que n'importe qui. Moi, j'étais piste. J'étais comme, je peux pas les voir à la télé, il faut que j'aille à l'aréna tout le temps. 2, on sait pas c'est qui est qui. 3, ils sont pas payés. 4, là, moi, plus je rentrais là-dedans, plus j'étais piste. Fait que là, bon, tout ce qui s'est passé avec notre but d'essayer de monter une ligue, whatever, ça n'a pas marché comme on voulait. Mais pareil, nous, on était vraiment intenses puis dédiés. On a quand même travaillé là-dessus pendant 1 an et demi. Beaucoup de temps. Je me rappelle, j'étais comme, je veux te donner un coup de main. On a fait des appels, c'était structuré. Ah ouais. Tu avais des decks de présentation. C'est beaucoup de temps pour peu de reconnaissance. Puis malgré ça, tu le fais. En tout cas, moi, ça m'impressionne toujours. Parce qu'il y a un problème. Là, c'est mon avis personnel, mais il y a un problème dans le monde du sport féminin. Puis c'est tout le temps l'enjeu de l'œuf avant la poule ou la poule avant l'œuf. Tu donnes pas de représentation puis de visibilité. Fait qu'il y a pas des modèles que les jeunes joueuses peuvent aspirer à devenir. Il n'y a pas de marketing, il n'y a pas d'argent parce qu'il n'y a pas de visibilité, donc il n'y a pas de gang qui s'organise. Et à un moment donné, il va falloir qu'on brise ce cycle-là, puis cette roue-là, puis qu'on investisse. Selon toi, est-ce qu'on investit dans la diffusion ou on investit en premier dans créer des équipes solides, puis après ça, la diffusion puis va venir? Je pense qu'il faut investir dans le fait que c'est correct de perdre de l'argent la première année. C'est correct. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Ça va à l'inverse. Investir dans perdre de l'argent à chaque année. J'ai de la misère. Je trouve que c'est le truc qui fait bouger les choses pour vrai. Parce que les gens veulent tellement investir dans des choses qui sont sûrs que tu vas pas perdre d'argent, que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, que tout l'aspect créatif, tout l'aspect game changer, tout l'aspect, OK, là, genre, je fonce, je frappe un mur, mais le mur, c'est un mur de carton. Je vais pouvoir passer au travers si c'est pas cette année ou l'année prochaine. Tout cet aspect-là, il est laissé de côté parce qu'on veut tellement jamais manquer notre coup, puis on veut tellement, aux yeux de tout le monde, avoir l'air, genre, on est fucking nice parce qu'on a frappé un coup de circuit au premier pitch. Mais un joueur de baseball, tu sais, Babe Ruth, là, il n'a pas frappé de coup de circuit à chaque swing, là. Au contraire, là, tu sais, Shohei Ohtani, je regarde presque tous ses matchs en ce moment parce que c'est l'athlète pour moi qui, avec Steph Curry, vaut le plus le prix. Temps, je sais même pas c'est qui. Ah là, je me sens. Dude, ce gars-là, c'était. Man, lui puis Steph Curry, c'est mes 2 doutes que ça vaut le prix d'entrée, le billet, tu sais. Pour moi, il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui valent le billet, mais ces 2-là valent le billet. Puis tu sais, lui, il swing pas à toutes les pitches, là. Mais quand il swing, il swing. Mais t'es pas obligé de swing à toutes les pitches. Fait que, tu sais,
moi, je suis d'avis que la journée que... Ça veut pas dire que tu vas perdre l'argent la première année. Au contraire, parce que si tu as un bon plan, puis si tu es bien préparé, puis si tu es confiant, ben, tu n'en perdras pas de l'argent. Mais il faut que tu unlock le fait que ça se peut que ça arrive. Puis dès que c'est unlock, tu fais comme, OK, je suis bon, là. T'sais. Là, c'est sûr qu'on a des projets on the side, qu'on veut quand même aider le hockey féminin à Montréal. Puis on va y arriver. Puis c'est un gros projet qu'on a on the side en ce moment. Puis avec Manu, on s'en parle beaucoup. Mais les deux, on a fait yo, on le fait. Puis le on le fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le font. Ils sont comme yeah, on va regarder, yeah. Je suis comme, tu sais, mettons, je vais le tournoi de hockey féminin, là. Tu sais, ça me coûte un bras puis une jambe. Ça nous coûte le podcast, un bras puis une jambe. Mais regarde, on a eu des commandites de TELUS. So, ça fait en sorte que. Ben, c'est vrai, Bruno, il rit. On a commandité. Juste à temps. La commandite est rentrée juste à temps. Mais tu sais, ça va payer le tournoi. Comme ça, les joueuses ont rien à payer. Les joueuses vont avoir un dîner, un souper. Les joueuses vont être traitées comme des fucking queens, là. Ça, ils vont être mieux traités que les athlètes pros. Puis, tu sais, nous, on est fiers de ça. Tu sais, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais moi aussi, je le vois comme ça. Mais en même temps, des fois, je me dis, crime, c'est pas à toi de porter le poids du succès du sport féminin au Québec. C'est qui les acteurs qu'il faut embarquer dans le projet? Est-ce que c'est la population at large? Est-ce que c'est les Jeff Molson de ce monde? Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est la ville de Montréal? Est-ce que c'est le monde corpo? Comme, là, j'imagine tu vas me dire toutes ces réponses, évidemment, puis c'est ça le monde idéal, mais comment on s'y prend pour créer... Quoi? Je vais te donner, OK? Toi, quand t'as parti ton projet pour faire des classes, là, t'as parti le projet, puis les gens y ont suivi, c'est la même chose pour le sport féminin. Pars le projet, puis les gens vont embarquer. Là, toi, t'as telle personne qui a embarqué, mais ils étaient pas là au début, là. Puis là, ils sont rentrés dans l'autobus. Ils sont rentrés dans l'autobus, puis là, ils sont comme, je suis dans l'autobus. C'est comme ça, le sport féminin. Pars l'autobus, nous, on est chars électriques, on met de l'électricité dedans, là. Pars avec, man. Les gens vont embarquer, on va tous les prendre un par un sous chaque stop. On part le projet, les gens vont suivre, puis après ça, au bout de la journée, c'est les filles qui vont en bénéficier, les filles d'aujourd'hui, mais les filles de la prochaine génération. Puis on va arrêter de maganer les carrières des joueuses actuelles, parce que Anne-Sophie Betté, ça fait 4 ans qu'elle n'a pas joué au hockey, c'est criminel. C'est criminel que ça fait 4 ans qu'elle n'a pas les ressources. Parce que, ben, en fait, ils sont avec le PWHPA, ils font juste des showcases, puis tu sais, ils n'ont pas de... Puis, regardez, je suis pas contre le PWHPA, j'ai mes issues avec certaines choses, mais au bout de la ligne, c'est quand même une association de joueurs, c'est un regroupement de joueurs, puis il faut que les joueuses se tiennent ensemble, that's it. Par contre, moi, je veux des games compétitifs. Tu sais, Jessie Eldridge, là, tu sais, yo, Laura, je te talk mon shit, là, So, Jessie Eldridge, elle a pas fait les Jeux, mais la raison pourquoi elle a pas fait les Jeux olympiques, c'est parce qu'elle a pas joué. Parce que si elle avait joué, elle ferait les Jeux olympiques. Point final. Puis moi, ça m'offusque, ça. Elle a été au championnat du monde, elle n'a pas été aux Olympiques. Mais le gap entre les deux, c'était des games de saison régulière dans une vraie ligue. Je comprends. Pourquoi il n'y a pas de Québécoises qui jouent? Il y a juste 3 Québécoises dans l'équipe. Ben parce que les Québécoises ne jouent pas. Si on jouait, ils nous verraient et ils verraient qu'on est bonne. C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du Pasanage. Qu'est-ce que vous dites n'importe quoi sans restriction sur le zone KR, sans restriction. Et si vous voulez assister au premier match du PHF Montréal, assister au premier match, tu vas sur le point de vente, tu tapes PHF Montréal. J'espère que tu as une surprise qui n'a pas été annoncée publiquement. I'm just saying. Sur ça, retourne écouter le lot. Baby! Puis comment ça marche en ce moment, le sport féminin, mettons le hockey au plus bas niveau, le secondaire, cégep, université? Parce que, en tout cas, moi, c'est ma vision du sport, comme il est le temps d'implanter un nouveau sport, une nouvelle ligue, c'est que ça te prend aussi le chemin pour te rendre. T'as bien beau partir de la ligue, mais si en ce moment, il y a quelques joueurs olympiques qui ont peut-être un autre cycle en eux qui veulent embarquer dans le projet, c'est bien, mais il faut bâtir la relève. Il faut close the gap entre la dernière fois qu'une fille peut jouer avec un gars dans une équipe mixte au secondaire, au primaire, ou peu importe c'est quand, puis la ligue ou la prochaine entité qui va être créée. Comment on fait pour rapprocher le plus possible ces deux parcours-là? Moi, je te dirais, on a la ligue universitaire la plus en santé du Canada, au Québec. Là, il y a certains issues avec certaines équipes. On n'est pas là-dedans, mais un jour, si les issues ne sont pas réglés, là, c'est un avertissement que je donne. Si les issues ne sont pas réglés l'année prochaine, moi, je rentre là-dedans. Hein. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, je supporte le sport féminin.
puis je vais toujours le supporter. Puis une des raisons qui montre que je supporte le sport féminin plus que n'importe qui, là, c'est parce que je dis pas à tout le monde qu'est-ce que je sais. Parce que si je disais à tout le monde qu'est-ce que je sais, il y aurait des problèmes à beaucoup de places. So, moi, puis les gens savent. J'ai dit, moi, je vous donne 1 an pour régler vos shit. Parce que si vous réglez pas vos shit, moi, je rentre là-dedans puis il y a du feu qui va aller partout. C'est mon avertissement. Mais, non, mais yo, moi, en tout cas. So, on a la ligue universitaire la plus en santé. On a Daniel qui fait un travail exceptionnel, Daniel Sauvageau, man. Daniel. Tu sais, juste que Daniel me texte, man. Elle m'appelle Monsieur Kevin. Tu sais, yo, moi, Daniel de Dawn. Moi, je l'appelle de Dawn. Daniel, là, c'est une goddess pour moi. Puis, à chaque fois qu'on se texte ou qu'on se parle au téléphone, puis des fois, on se parle pendant 1 heure, 1 heure et demie. Chaque fois qu'on se parle au téléphone, c'est pour moi, je me sens choyé. Là. Je suis humble de pouvoir lui parler au téléphone. Après ça, c'est ça. On a la meilleure ligue universitaire. La ligue collégiale va bien. Là, tout va passer par... Il faut qu'on paye nos coachs comme il faut, nos assistants coachs comme il faut, pour qu'on puisse bâtir le niveau collégial puis l'amener à un autre niveau pour que quand il arrive au niveau universitaire, ça prend moins de temps avant que les filles soient prêtes à jouer au niveau universitaire. Là, tu parlais de Daniel Sauvageau. Daniel Sauvageau est aussi rendu maintenant directrice d'un centre de hockey féminin haute performance. C'est quoi ça exactement? Puis ça s'insère où dans ce parcours-là d'une joueuse entre le cégep l'université à pro? Yeah. Mais c'est clé parce que ça veut dire que l'été, tu joues. So, les filles universitaires peuvent avoir de la glace l'été parce que souvent, ils n'ont pas accès à de la glace l'été ou ça travaille beaucoup, whatever. Ça donne des programmes. Puis, tu sais, moi, je pense que ce qui est le plus important dans le hockey féminin puis qu'il faut qu'on commence à travailler là-dessus, c'est le suivi. Quand tu joues, toi, à l'eau, là, quand tu joues à Grasset, là, yo, tout le monde savait qu'est-ce que tu faisais quand tu faisais, hein? Mais il faut que ce soit la même chose au hockey féminin. Il faut qu'on sache les filles sont rendues où. Daniel, je sais qu'elle a un beau programme là-dessus, puis moi, je vais essayer de l'aider le plus que je peux, côté financier, puis côté établir le projet un peu partout. Puis la journée qu'on va être capable de l'établir, man, on parle de quelque chose qui va révolutionner le hockey. Moi, je pense que oui. Maintenant, le suivi, c'est important. Injecter des sous, c'est important. Puis, tu sais, prendre soin de nos athlètes, man, que ça leur tente pas de lâcher après 1 an et demi parce que les conditions sont shit. Toi, as-tu déjà pensé à lâcher collégial ou universitaire? Ben, la réponse est oui, mais après tous les sacrifices qu'on parle, je me sens comme mal de le dire. Comment ça? Attends, mais dis-moi comment ça commence. Ah, dis-moi. Moi, quand je suis arrivé, tu sais, j'ai joué à Grasset, où est-ce que tu es d'ailleurs coach de la ligne défensive depuis 2 ans maintenant? Où il y a le vestiaire Laurent Duvernay-Tardif. Oh yeah. Quand je suis arrivé à McGill, tout le monde me disait, Laurent, tu parles pas anglais. Laurent, tu rentres dans le programme le plus difficile au Canada, blablabla, blablabla. Tu peux pas faire les deux. Puis quand je suis rentré à McGill, aussi, McGill perdait beaucoup et j'étais pas super motivé. Puis la raison pour laquelle je suis rentré à McGill in the first place, c'est parce que j'avais manqué mes entrevues de médecine en français à l'Université Laval puis à l'Université de Montréal parce que c'était pendant les playoffs des Canadiens puis j'avais bu un verre de trop la veille puis j'ai manqué mes entrevues. Je t'ai jamais compté ça? J'ai manqué mes entrevues pour rentrer en médecine dans toutes les écoles, toutes les universités, les facultés francophones, donc Sherbrooke, Montréal et Laval, qui étaient dans le fond les 3 programmes où est-ce que je voulais jouer au foot. Puis dans le fond, McGill est devenu ma seule opportunité parce que j'ai juste pas été accepté parce que je faisais le petit train dans une cage au sport avec un méchant, en faisant olé, 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 parce que les Canadiens avaient gagné en play-off. Là. Puis le lendemain, je me suis juste pas levé. J'allais dormir chez Phil Lagu. Tu connais Phil Lagu? Ben oui. J'allais dormir chez Phil Lagu, puis je me suis juste pas levé le lendemain matin. L'autre, tu sais que c'est la clip qui va rouler le plus ever, là. Non, okay, parce que moi, là... Fais juste couper le bout du petit train, parce que ça me prépare. Non, mais parce que, tu sais quoi? Parce que je trouve ça tellement nice que tu viens de raconter, là. Parce que tout le monde te voit comme God, OK? Tout le monde, genre, des fois, je parle à des gens qui me parlent de toi, puis je suis comme, bro, laissez le patinet tranquille, il y a des flaws comme tous les humains, OK? Puis là, tu me dis que t'as manqué l'entrevue. Moi, là, je trouve ça beau parce que je trouve que qu'est-ce qui nous manque dans la sphère publique, c'est des humains, OK? C'est ce qui nous manque le plus. C'est les vrais parcours avec les vrais obstacles puis les vraies répercussions. Tu sais, moi, la raison pourquoi je suis rentré à McGill, c'est parce que j'ai pas été accepté aux autres parce que je me suis pas pointé à mes entrevues. Wow. J'ai dit à Coach Wolf, Sonny Wolf, qui était l'entraîneur-chef des Redmen à l'époque, que j'allais pas jouer au foot pour lui. J'ai dit, je veux pas perdre toutes mes games. J'ai dit ça. Tu comprends?
Ça a duré 2 mois. Le foot me manquait trop. Ben, tu sais, c'est quoi? T'es un athlète aussi. Ouais. Comme il me manquait l'espèce de cadre, la discipline, l'esprit d'équipe. Je suis retourné voir Coach Wolf en milieu de saison. Je dis, Coach, je veux jouer pour vous. Il a dit, OK, mais ça sera pas facile. Puis il avait raison, man, s'intégrer dans un vestiaire quand t'as pas fait le camp d'entraînement, quand t'as pas fait les sacrifices, puis que t'as un peu pris un shortcut, c'est la moins bonne façon de rentrer dans un nouvel environnement. Fait que pour tous les jeunes qui écoutent, prenez pas de shortcut dans la vie. Deuxième point, je suis arrivé, j'ai joué D-line, puis après 2 ans, là, il m'a converti au line. Mais en tout cas, moi, ce que ça m'a appris tout ça, c'est que quand je suis arrivé à McGill, je me suis dit, tu sais quoi, si j'en ai tant besoin du foot, je vais l'amener au plus haut niveau. Je vais faire les deux en même temps, peu importe c'est quoi les sacrifices, je vais essayer, tu sais. Puis il y en a eu des sacrifices, tu sais, je veux dire, il y a tellement de fois où est-ce que je faisais des chiffres de nuit à l'ancien hôpital Royal Victoria dans la montagne, en haut, juste au-dessus du stade des Alouettes, ben, du stade de McGill, puis que je descendais à comme minuit, 1h du matin, j'allais me coucher une couple d'heures dans le vestiaire, puis que je me faisais réveiller en me faisant kicker dans les côtes parce que je dormais sur un tas de serviettes pour pouvoir aller faire les meetings du matin. Puis après ça, aller à mes cours au Strathcona, qui est genre le plus vieux building de McGill, puis aller disséquer des cadavres, mais ça, c'était creepy. Mais, tu sais, tout ça... Ouais, mais... Fait que, est-ce que j'ai pensé lâcher? Oui, plein de fois. Tu sais, en 2018, quand je me suis blessé, première saison qu'un joueur actif de la NFL a un doctorat en médecine, 5 premiers matchs, j'ai 6 holdings. Ça va pas super bien, mes enfants. 5e match, on joue contre Jacksonville. 4e quart, quelqu'un me roule dans les jambes, casse la jambe. Out pour la saison, chirurgie. Comme tu le sais, toi tu le sais aussi avec le sport professionnel, ils cherchent tout le temps quelqu'un plus en santé, plus jeune, moins cher pour te remplacer dans un contexte parce que les contrats sont pas garantis. Tu penses-tu que tout va s'écrouler devant toi? C'est sûr! 2015, première saison que je joue dans la NFL, premier match contre J.J. Watt, 2e match, je me rappelle plus contre qui, on le perd aussi, 3e match, Monday Night Football, Lambeau Field, Green Bay. Wow! C'est la seule fois de ma vie sur un terrain de foot que j'ai perdu le contrôle. Pas in a good way, in a bad way. Je suis allé dans un tourbillon négatif, même ça, c'est un jeu qui est mal allé, 2 jeux qui est mal allé. Après ça, tu sais, ma job, moi, en tant que joueur de la ligne offensive, c'est de bloquer quelqu'un qui est plus athlétique que moi en courant par en arrière quand lui court par en avant. Il n'y a rien de sensé dans ma job. Quand t'es pas confiant dans tes habiletés, quand t'es pas l'agresseur, malgré le fait que t'es dans une position passive en reculant par en arrière, c'est impossible que tu connaisses du succès. Puis ça, c'est juste... En tout cas, moi, ça m'a coûté ma job. Après ce match-là, Lambeau Field, Monday Night Football, le hype, pas bien joué, National TV, je me suis fait bencher. Puis quand tu te benché en début de saison comme ça, tu sais ce que ça veut dire. Tu sais que tes chances de retourner sur le terrain dans NFL sont minces. Puis ce qui est arrivé, c'est pas que l'autre gars a mal performé. Ce qui est arrivé, c'est que on avait perdu nos 2 des 3 premiers matchs. Après ça, on a perdu les 3 matchs d'après. On était rendu 1-5. Coach Reid a dit on n'a plus rien à perdre. Let the kid play. Il m'a remis sur le terrain. On a gagné 10 matchs de suite avec Alex Smith. C'est le plus long winning streak des Chiefs de Kansas City en date d'aujourd'hui encore, je pense. Ouais. Puis à cause de ça, ben, j'ai gagné ma job. Puis j'ai pas nécessairement mieux joué, mais l'équipe gagnait. Superstition, on veut rien changer. L'année d'après, là, j'ai vraiment bien joué. J'ai signé le contrat, le 4e plus gros contrat de garde à l'époque. Puis ça a changé ma vie. Fait que tu sais, des fois, on parle des success stories, on dit que travail fort, des bonnes choses vont arriver, mais honnêtement, timing is everything. Puis des fois, il y a un peu de chance 100%. Aussi là-dedans. Ben yo, Kevin Raphaël Show, là. OK, j'ai jamais raconté cette histoire-là, je vais la raconter sur le pod. Bon, let's go. C'est le 200e, on s'en fout. Kevin Raphaël Show, là, OK. So, back in the days, le monsieur s'appelait Serge Fortin, le boss. Puis le fils de Serge Fortin avait vu une vidéo du commentateur haïtien. Fait que Serge m'avait amené dans son bureau pour me passer en entrevue pour un show qu'il voulait donner à Andy Maillé-Pressoir. Fait que Andy allait avoir un show, puis moi, j'allais être invité sur son show. Là, il m'a passé en entrevue, il a fait... OK, il a dit, veux-tu le show? Il a dit, yo, tu fais-tu ton talk show? On est 10 minutes dans l'entrevue, là. Là, j'ai dit, yeah. Attends, là, il dit, ben, nous, on a la lutte, tu connais ça un peu? J'écoute ça depuis que je suis petit. Veux-tu être commentateur? Yeah. Je suis sorti du meeting de 20 minutes, j'avais la lutte, j'avais Kevin Raphaël Show. J'avais 2 jobs. That's crazy, là. Moi, j'étais à RDS dans ce temps-là, là. J'étais à RDS, je faisais les games des Alouettes, j'étais à Oops. Puis moi, tu sais, je m'établissais à RDS, puis je sais qu'ils voulaient me donner plus de trucs, mais pas assez comparé à ce que TVA Sport me donnait. So, moi, quand je suis parti d'RDS,
moi, mon rêve, c'est de travailler à RDS. Ça a toujours été mon rêve. Puis tu sais, moi, travailler avec Chantal Machabée, c'était, pour moi, c'est le summum. Tu sais, moi, je veux juste faire un vidéo avec Chantal Machabée dans ma vie. Juste pour pouvoir dire que j'ai travaillé avec elle parce que. Invite-la sur le pod, man, puis mets la caméra on, puis ça va être correct, non? Mais ouais, je pense que je vais la réinviter sur le pod. Parce que j'aime beaucoup Chantal. Mais ouais, tu sais, moi, mon rêve, c'est de travailler à RDS. Fait que j'ai même hésité entre avoir mon talk show pour faire la lutte, puis continuer à faire 2 trucs collaboratifs à RDS, parce que mon rêve, c'est de travailler là-bas. Là, les choses sont arrivées, puis bon an, mal an, bon, je suis bien établi maintenant, puis j'ai la chance de... Ben, je suis bien établi, on va cogner du bois. Mais, tu sais, je fais beaucoup de choses, puis j'ai la chance de pouvoir faire des choses que j'ai jamais essayé, comme le show de Renault, etc. Mais, si je rentre dans le meeting, puis lui est dans un mauvais mood, ou moi, je suis pas dans un bon mood, ou moi, je dis pas les bonnes choses au bon moment, ou je suis pas là. C'est fou, là! Tu sais, c'est 20 minutes qui a changé ma vie au complet. Comme toi, il y a un dude qui a dit « Let the kid play ». Il y a un dude qui a dit « Let le gars de 24 ans avoir son show ». Puis tu sais, man, Bruno était là au début, man, j'étais hard, là. C'est dur à travailler avec parce que moi, j'ai une vision de comment quelque chose doit être fait, mais j'avais pas l'expérience de. Moi, j'arrive avec ma vision de comment les choses doivent être faites sans expérience. Là, maintenant, je suis plus capable de doser. Je pense que Bruno, ici, moi, je dosais pas avant. God damn. Tu sais, je pense que je dose autant non, tu doses mieux. Honnêtement, je pense que c'est aussi ce qui fait ton brand. Parce que moi, d'un point de vue extérieur, si on me demandait c'est quoi Kevin Raphaël dans les médias, c'est toujours un peu cette petite peur-là qui va-tu l'échapper, va-tu aller trop loin, mais crime, tu y vas jamais. C'est vrai, tu y vas jamais. Tu gardes toujours la ligne. Puis ça, moi, je suis convaincu que ça va t'amener loin. Mais hey, tu parles de RDS, Bell, tu parles de TVA. À quel point, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un gros choix, tu sais, un réseau versus l'autre réseau? Yo, c'est life-changing, là. Parce que tu sais que l'autre réseau va tailler. Il n'y a pas moyen de faire les deux, là. Il n'y a pas moyen de faire les deux. Moi, je suis chanceux parce que je me considère un peu comme la Suisse parce que là, j'ai des projets qui s'en viennent cet automne. Restez à l'affût. Hein? J'ai des projets qui s'en viennent cet automne. Restez à l'affût à un certain endroit X. Après ça, j'ai fait Télé-Québec. Je fais beaucoup Télé-Québec. Je fais beaucoup Radio-Can grâce à Bruno, avec On va se le dire. Je fais TVA Sport. Fait que, tu sais, j'ai fait comment tu t'appelles à Radio-Can. Fait que je me considère un peu comme la Suisse. Puis j'aimerais rester la Suisse. J'ai pas envie d'être un company guy. J'ai juste envie d'être, si t'as besoin de moi à un moment X, je suis là. Puis c'est tout. Besoin de toi pour le bon projet et non juste parce que t'es affilié au réseau. Exact. Tu sais, puis il y a des projets que j'ai faits que j'ai arrêté de faire parce que j'aimais moins, ou que les étoiles ont fait que tout le monde a décidé qu'on arrête ce projet-là parce qu'on aimait moins. Puis il y a des projets que, comme le Kevin Raphaël Show, pour moi, devraient repartir, puis je comprends pas comment c'est pas reparti. Puis je pense que c'est nécessaire dans l'univers sportif québécois, surtout actuellement, avec tous les différents débats, puis la touche que nous, on amenait. Puis je suis pas là pour essayer de bag pour avoir le show, parce que, ultimement, le podcast, c'est un peu un Kevin Raphaël Show, tu sais. Mais je pense que l'univers sportif québécois a besoin de cette différence-là. Puis je parle pas de moi comme animateur black, mais c'est de comment on tackle certains issues, la diversité, physique, mais la diversité sexuelle, la diversité de certaines opinions, de certains sports. Tu sais, moi, ta soeur, je veux la voir sur le podcast parce que je comprends pas son sport. Fait que j'attends qu'elle finisse ses shit en ce moment, qu'elle est en train de tout casser. Puis quand elle a fini d'être superstar, je vais la voir sur le pod parce que je veux comprendre ses shit. On va avoir demain je fais une entrevue avec elle, Fré Hébert, qui elle, je comprends. Je peux même pas t'expliquer c'est quoi son sport. C'est quoi son sport? Je sais pas. Elle tire des guns. Puis elle court. Biathlon? Ou triathlon ou quadrupathlon. Pentathlon. Yo, bro. Genre, moi, ça, là, pour moi, c'est qui dans l'univers sportif québécois, parce que le petit kid là, qui regarde TVA Sport ou RDS, il a peut-être pas envie de jouer au hockey, il a peut-être pas envie de jouer au soccer, puis il a peut-être pas envie de jouer au football. Mais malheureusement, il n'y a pas juste ces 3 sports-là, il y en a vraiment plein d'autres. Félix Auger-Aliassime, ben heureusement, puis Félix Auger-Aliassime, ben il voulait pas jouer au hockey, il voulait jouer au tennis. Puis regarde où il est aujourd'hui. So, yeah, moi c'est mon shit. Ben, non, mais 100%, puis les 4 grands sports que tu as mentionnés prennent tellement de place dans l'espace médiatique au Québec, mais dans le monde en général. C'est tough. C'est tough d'offrir aux gens cette curiosité-là, puis cette opportunité-là de pratiquer d'autres sports, de découvrir d'autres sports. Moi, j'ai commencé à jouer au foot, j'avais 15 ans?
Mais avant Commencé ça, man, j'étais late, sur l'équipe man. de... Ben oui, mais j'étais sur l'équipe de badminton, je faisais du ski de fond, je faisais tous les sports, du cross-country. Puis, ultimement, ça a fait en sorte que quand j'ai commencé le foot, je me suis dit, ça, c'est mon sport. Pas parce que j'avais de la pression de mes parents, pas parce que c'est le seul sport que j'ai toujours fait puis j'étais bon dans ce sport-là, mais parce que j'ai vu d'autres choses qui avaient besoin d'autres habiletés physiques, d'autres habiletés sociales, des sports individuels, des sports d'équipe, des sports mix avec le badminton. Puis ultimement, quand j'ai commencé le foot, j'ai dit c'est ça qui me parle, c'est ça que j'ai besoin, c'est ce ratio-là de physicalité puis de stratégie, c'est cette ambiance-là où est-ce que tu parlais de diversité des corps. Moi, je peux pas prétendre attraper la balle comme Tyreek Hill. Tyreek Hill peut pas bloquer comme moi. On se complète tout, puis de pas toucher au ballon, mais de quand même avoir un rôle clé, puis que les gens reconnaissent ce rôle-là. Non, mais c'est tellement un bel exemple pour juste la société en général, ça, que c'est pas tout le temps mange la puck, plus longtemps t'as la puck, plus longtemps t'as des minutes de jeu, meilleur t'es. Tu sais, c'est tout un esprit collaboratif. J'ai fait, je veux faire ce sport-là, mais j'étais capable d'identifier ce que j'aimais de ce sport-là parce que j'en ai fait d'autres. Fait d'être curieux, d'essayer de découvrir des nouveaux trucs, c'est tellement important. Puis je pense que c'est pour ça qu'on mèche autant bien. Là, puis, ultimement, c'est sûr qu'on va travailler ensemble sur des projets publics, mais je pense que la raison pourquoi on mèche bien, c'est parce qu'on a la même vision sur beaucoup, beaucoup de choses, mais on a aussi les mêmes les faiblesses, entre parenthèses, tu sais, qui font en sorte que, tu sais, oui, t'es médecin, t'es organisé, mais tu sais, tu vas perdre tes clés, tu sais. Moi, je cherche mon sel tous les matins, tu sais. On a les... Fait que moi, je trouve ça nice parce que, oui, les gens nous voient d'une certaine façon, puis tu sais, moi, je suis pas très public sur ma vie personnelle. Fait que ça fait en sorte que les gens me voient juste ils voient juste de moi qu'est-ce qu'ils voient à la télé, tu sais. Mais c'est pour ça que j'essaie de m'humaniser le plus possible auprès des gens parce que je suis comme, dude, moi, je chie, je pisse, puis je saigne comme tout le monde. So, quand tu viens me voir, puis que t'es impressionné, mais moi, ça me fait chier. Parce que je suis comme, non. Non. Moi, je suis content que toi, tu prennes le temps de... Je suis plus content que toi, tu viennes me voir que le contraire, je pense. Parce que je suis comme, yo, tu prends le temps de ton temps à toi, puis le temps, c'est la plus grosse valeur. T'es un gars profondément curieux aussi. Tu sais, je connais pas beaucoup de monde qui ont un aussi gros réseau dans le monde du sport professionnel puis qui n'ont pas été des anciens athlètes eux-mêmes. Honnêtement, là, puis ça m'impressionne, la quantité de gens que tu es capable de rassembler de tellement de sports différents. Puis je pense que, puis là, je parle pour moi, mais tu vas rejoindre les gens, puis les gens ont envie de passer du temps avec toi, puis de te connaître, puis de rester dans ton environnement parce que tu sors rapidement des questions mainstream de foot, de hockey ou peu importe. Tu sais, on parle de vrais enjeux. Tu sais, de vrais enjeux qu'on peut transposer dans la société puis de comment on peut utiliser le sport pour faire plus. Tu sais, le sport, c'est tellement plus que combien de minutes de jeu, de sac du corps, de victoire, de défaite. Tu sais, oui, c'est des défaites et des victoires, mais c'est d'apprendre à gagner, d'apprendre à perdre, de transmettre ces valeurs-là aux gens. Puis je pense que c'est pour ça que tu rejoins autant de monde dans le monde du sport professionnel, parce que t'es capable d'extraire des enjeux plus grands que juste des stats. Ben, yo, c'est un huge compliment, puis j'apprécie beaucoup. Puis là, bon, le pod tire à sa fin, là. C'est ça, moi je suis rendu l'animateur, mais j'ai pas la régie à côté de moi, fait que j'ai aucune idée de ce qu'on fait. Le pod tire à sa fin, puis on n'est pas encore rentré dans les Jets, mais quand on va faire le 300e, moi, je vais te raconter l'histoire de quand je suis allé te voir aux Jets, qui fait aucun sens que toi, tu sais pas. Puis je vais te raconter le moment que j'ai su que t'étais back. Mais je peux te le raconter vite, là, mais moi, j'ai su que t'étais back quand... Puis, tu sais, clairement, tu sais, bon, je te connais pas comme Phil Lagu te connaît, ou comme Flo te connaît, ou comme Sacha te connaît, mais je te connais assez pour savoir que quand t'es rentré sous le field pour le warm-up, moi, j'étais en bas, puis j'ai dit, oh shit, OK, let's see. Tu sais, je pense que j'ai vu assez de joueurs de foot, puis assez de domineurs pour faire comme, oh, OK, je sais pas si il sait qu'il peut jouer, genre. Tu sais, dans le sens que, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je sais pas s'il est conscient que je sais que moi, il peut jouer. Bon. Quand t'as fait le premier hit, bro, puis t'as fait genre, rah! J'ai regardé Flo, j'ai dit, he's back. J'ai dit, he's back parce que c'est la première émotion du warm-up jusqu'à la game. Parce que t'étais fucking concentré, là. T'es sorti du tunnel, du tunnel, en marchant, j'ai fait, oh, le gars, là, il est focus, mais il est dans sa tête, là. Quand t'as donné le premier hit, puis j'ai regardé Flo, j'ai dit, he's back. Là, il reste pas beaucoup de temps, mais je veux que tu me dises, c'est quand t'as su que t'étais back. Parce que moi, je te dis, ce moment-là, dans ma tête, il
c'est un de mes plus beaux moments. Le Super Bowl, c'était nice, OK? Mais ton comeback, j'ai trouvé plus nice que de gagner le Super Bowl. D'avoir été là pour ce match-là, no lie, j'ai trouvé ça vraiment plus nice parce que j'ai comme vu un processus du warm-up jusqu'à ce premier hit-là, puis après ça, tout a bien été le restant du match, tu sais. Ça, mais écoute, man, j'ai des frissons quand t'en parles, mais c'est... T'as raison, hein, puis pour le comeback, c'est plus que le warm-up, c'est de retourner à Kansas City, de sentir que t'es dans un nouvel environnement complètement parce que il y a plus... sur les 13 joueurs de la ligne offensive, il restait seulement 2 joueurs qui avaient été là au Super Bowl avec moi en 2020, quand je suis retourné. 2 joueurs. Ils ont wipe out complètement la ligne offensive. Puis après ça, de se briser la main en cas d'entraînement, d'être à l'extérieur du jeu pendant, 6 semaines. Tu reviens, puis clairement, l'équipe a move on. Puis là, tu te dis comme tabarnouche, est-ce que je roule les dés? Je reste à Kansas City, les Chiefs vont au Super Bowl, quelqu'un se blesse, joue. Une chance sur quoi? 30 que ça arrive? Ou est-ce que je demande un échange, je m'en vais jouer pour une équipe qu'on va sûrement pas aller au Super Bowl, mais que je vais jouer? Puis là, tu reviens au core de pourquoi t'as décidé de t'entraîner sur ton patio pendant que les gyms étaient fermés pendant 1 an à moins 20 dehors. Fou. Puis c'était pour jouer. C'était pour jouer au foot. Fait que tu prends l'avion. En fait, tu dis oui, j'accepte le trade. Next thing you know, 2 heures après, t'es dans l'avion. Tu n'as même pas le temps de dire bye à personne. Tu quittes une ville que ça fait 7 ans et demi que t'es là pour t'en aller dans une ville que tu connais pas en tout. T'arrives le soir, le lendemain matin, tu fais les examens médicaux, tu signes ton contrat, here you go, tu joues. Tu joues. Puis là, c'est une question de à quel point tu peux assimiler rapidement le livre de jeu. Puis notre job en tant que joueur de ligne offensive, c'est pas tant... Tu sais, oui, c'est de faire des gros blocs, mais c'est d'abord et avant tout de pas fuck up. Notre job, c'est la constance. La seule stats individuelle qu'on a, c'est le nombre de sacs du corps que tu donnes dans une game. Fait que, à quel point tu peux ne pas faire d'erreurs. C'est souvent des erreurs mentales parce que everybody knows qu'à un moment donné, tu vas te faire battre physiquement. Le gars en avant de toi aussi est payé pour faire des jeux, mais de te faire battre mentalement, c'est la plus facile façon de te faire kick out de cette ligue-là. Fait que toi, t'arrives, tu dois assimiler le livre de jeu, t'habites dans une chambre d'hôtel, puis c'est how fast can you do it? Parce qu'il y a une job pour toi. La job est là, mais il faut que tu nous prouves que tu peux le faire. Puis en 10 jours, j'ai appris le livre de jeu. Je pense que les gens se rendent pas compte à quel point c'est beaucoup. T'es un wide receiver, on peut bâtir un package spécifique pour toi, 3e essai, tel jeu, tel route, t'es bon à le courir, let's go. Joueur de ligne offensive, tu starts, tu joues. Tu joues toutes les snaps. Tu joues le 4e et 1 quand il reste 3 secondes à faire, puis qu'il y a seulement un mot pour trigger un jeu spécial que tu as vu à la première semaine du camp d'entraînement. Comme au 3e et 10, quand il faut que tu convertes, puis le corps arrière change la protection de barre pour essayer de pogner un safety blitz. Tu connais tout. Tu connais toutes les cadences, tu connais les cadences silencieuses. Tu sais que quand il y a un fumble, mais que t'es pas sûr si c'est un fumble puis que c'est peut-être un first down, OK, attack, let's go, on fait un jeu avant que l'équipe challenge. Faut que tu saches c'est quoi ce jeu-là. Well, guess what? Je savais pas c'était quoi ces jeux-là. Fait que c'était quand même stressant. C'était quand même... mais à un moment donné, tu dis comme, OK, ben je suis là pour jouer, je suis là pour avoir du fun. Puis comme de retourner sur un terrain, je pensais pas que ça m'aurait fait... C'est tellement venu me chercher au plus profond de moi-même. C'est tellement un privilège. Tu sais, tu marches, puis t'as raison, je me rappelle avoir marché, puis tu checkes le stade, puis le stade était pas aussi bruyant, puis il était pas aussi plein qu'à Kansas City, mais tu checkes autour de toi, puis t'es comme... Ce monde-là sont là pour te voir jouer. Le sport que t'aimes. C'est dans quel monde tu fais quelque chose que t'aimes, puis il y a du monde qui sont prêts à payer pour venir te voir faire quelque chose que t'aimes. C'est tellement un privilège. Puis... Ah oui, tu strap-on tes épaulettes, ton casque, t'embarques sur le terrain, puis tu sais que dans 10 minutes après l'hymne national, puis que les Jets aient passé au-dessus du stade, c'est toi qui joues. C'est toi against the world, c'est toi against le gars en avant de toi, puis il faut que tu aies confiance que tu as tous les outils pour dominer ce gars-là. Ça, c'est fou. Ça, c'est le sport. Puis ça, c'est ce qui me parle, c'est ce qui me passionne. Puis ce moment-là, je pensais pas... Comme moi, j'avais pas invité personne parce que dans ma tête, c'était no big deal, je m'en allais jouer pour une équipe qui perdait, mais comme quand j'ai vu dans les estrades ma mère qui m'avait pas dit qu'elle venait, Kevin, mes amis, Flo, genre, puis que je les ai vus après c'est touchant. C'est touchant comme, pas parce que, tu sais, de voir des gens qui sont pas là parce que c'est les Chiefs de Kansas City puis qu'on a gagné le Super Bowl. Ils sont là parce que c'est les Jets puis qu'on va sûrement perdre, mais que le bro, il joue. Puis ça fait 18 mois qu'il a pas joué, que la dernière fois qu'il a joué, c'était au Super Bowl. Comme respect. Merci Kev, merci d'avoir été là. Je sais pas s'il reste du foot ou s'il en reste pas, mais une chose que je sais, c'est que comme je suis content d'avoir vécu cette expérience-là dans une autre ville, je suis content d'être retourné au jeu. Puis, honnêtement, je suis fier de moi de ça, pas mal plus que d'avoir gagné le Super Bowl. Yo, bro, moi là, je te dis, c'est comme ça qu'on finit le pod. On peut pas finir le pod autrement. Je pourrais te parler d'autres choses.
Mais non, on finit le pod comme ça. On finit le pod comme ça, puis on se donne rendez-vous au 300e, ce qui veut dire probablement dans 6 mois. Mais yo, pour elle, c'était vraiment nice. C'est cool. C'était vraiment nice de jaser, puis avant que t'ailles te lancer la tête dans la médecine complètement, on va aller manger des sushis chez Park, là, on est dû, puis comme j'ai dit à Flo, c'est quand on va aller manger des sushis, il n'y a pas de travail, il n'y a pas rien, c'est juste des bons sushis dans notre ventre, et puis that's it. That's it. Hey, merci Ken. On se voit au 300e. Merci à toi. Je t'aime, right. mon gars. Moi aussi. Wow, quel pas. Yes, ça, je l'ai dit dans l'intro, il y a des choses que je voulais dire. Je disais, c'est la première fois que je voyais Lolo aussi ouvert, puis aussi, tu sais, il est tout le temps vrai, Lolo, mais tu sais, de pas avoir peur de parler des échecs, parce que c'est tellement important, les échecs, dans un cheminement quelconque, tu sais, puis le cheminement de devenir champion du Super Bowl, devenir joueur de la NFL, co-médecin, tu sais, c'est sûr qu'il y a des ups and downs, c'est sûr qu'il y a des échecs, puis de pouvoir avoir Lolo qui nous en parle de cette façon-là, j'étais vraiment pumped, puis non, je me sens vraiment choyé de pouvoir l'avoir dans ma vie. Puis non, je l'aime beaucoup, lui, Flo, Chat, Marlo, tout le crew, man. C'est ma petite famille, puis je les aime d'amour, puis je leur donnerais tout, man. Comme ma famille de Sans Restriction, je vous aime. Si vous voulez participer au pool, guys, dépêchez-vous, parce que le draft, c'est le 6 septembre. Si tu veux participer au pool, écris-moi live. Mais non, man, c'était un good time, puis j'apprécie énormément tout l'amour que vous nous donnez à chaque jour. On met les stories Instagram, on essaie de créer du contenu, on a notre tournoi d'hockey féminin, on avait l'équipe sans restriction de la classique KR, on essaie d'amener le brand, pas juste de coller notre brand partout, juste pour que ce soit collé partout, mais on veut vraiment qu'il y ait un changement qui est fait grâce à notre brand, que ce soit l'équipe de Flac qu'on commandite, qui va devenir Team Canada. Là, je suis en train de regarder pour faire les jerseys, c'est quand même assez fucked up. Notre petite équipe, l'Université de Montréal, qui est rendue Team Canada. Tu sais, je suis fier de pouvoir sponsor ça. Je suis fier de pouvoir sponsor plein d'événements à travers sans restriction. Puis, on l'a toujours dit, Bruno puis moi, on fait pas ce podcast-là pour faire de l'argent. Parce que si on le faisait pour faire de l'argent, il y aurait bien des commanditaires qui seraient sur le podcast, qu'on n'a pas les mêmes valeurs, mais qu'on serait comme yo, fuck that, on le fait pareil. Nous, on le fait pour pouvoir prendre cet argent-là puis la redonner. Tous les commanditaires, les TELUS, les TD, qui embarquent sur le pod, mais tout cet argent-là, c'est un, ça paye le studio, puis deux, on la redonne d'une façon ou d'une autre, tu sais. Donc, c'est pour ça que je suis comme, yo, respect, mais à la fin de la journée, on fait ces trucs-là pour quelque chose de plus gros puis plus grand que nous, tu sais. D'avoir une vraie plateforme où les athlètes peuvent parler, peuvent être eux-mêmes, peuvent être drôles, peuvent être émotionnels, peuvent être la même personne que tu rencontres dans un bar ou dans un club. Peut-être pas dans un club, dans un club on est fucked, mais dans un bar où tu peux avoir une bonne discussion, tu sais. Puis ça, c'est pertinent, puis ça, c'est important. Donc, je serais pumped à l'idée de pouvoir continuer ce beau projet-là avec vous. On s'est donné des défis au début de l'année, on est en train d'accomplir la plupart d'entre eux. Donc, on va continuer à essayer de le faire à travers tout le mois de septembre. Je vous mentirai pas, c'est des grosses semaines. Ces 2 derniers mois ont été énormes. Un avec le gars-là juste pour rire, de faire du rodage pour le soir, rentrer à la maison. Faire ce que j'ai à faire à la maison, tu sais, puis après ça, retourner dans la rue, roder du matériel, préparer une équipe d'hockey féminin professionnelle, la classique, c'était énorme, puis j'ai encore tous mes projets connexes, là, dont le podcast, dont TVA Sport, etc. Donc, je vous mentirai pas que c'était pas facile, mais vous me drivez, man. Les messages que vous nous envoyez sur les réseaux sociaux, « Ayo, j'écoute ton podcast », ou les messages que vous me dites en vrai, « Ayo, j'écoute ton podcast », tu sais, des fois, je me dis, il doit tellement dire que je suis phoné, je leur dis merci 72 fois, mais non, man, c'est grateful for real, dog, c'est real ce que je vous dis. Quand je vous dis merci 1000 fois, puis je bow down, parce que c'est important quand vous me dites des shit de même, là, comme, quand vous êtes real, c'est
c'est important pour moi parce que ça me fuel, ça me donne du jus, ça me pousse, ça me fait voir des choses puis aller à des endroits que je pensais jamais aller personnellement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement même quand je m'entraîne, etc. Donc, un énorme merci. Puis moi, j'ai tout le temps dit, oui, je veux pas tout le temps mettre trop de poids sur ce que les autres pensent parce que quand c'est négatif, mais ça t'affecte à un niveau que ça affecte ta journée. Mais je vous mentirai pas qu'avec Sans Restriction, vous m'avez permis de me laisser un petit peu plus aller dans l'acceptation de recevoir des compliments tout en restant humble. Puis ça me fuel énormément. Puis j'en parle jamais. Bruno, il doit écouter ça en ce moment. Il dit, oh shit, Kev speaking facts, spill the tea. Mais non, c'est for real. Puis j'apprécie énormément. Puis quand je dis c'est famille Sans Restriction, c'est pas des blagues, là. C'est famille for real. So, yeah. Let's go. On continue. On a fait 200. On va vers 201, puis on va vers un autre 300, man. Puis à 300, le lot va revenir sur le pod, puis on va raconter d'autres histoires, man. Hey, we here, man. On est là pour rester, puis continuer à nous challenger, puis à demander le best de nous autres, man. Que ce soit sur les stories Instagram, sur le pod, sur les trucs qu'on veut faire, etc. Challengez-nous pour le best de nous, parce que nous, on veut vous donner le best. On veut vous donner le maximum de qu'est-ce qu'on peut faire selon les capacités de ce qu'on peut faire puis de comment qu'on peut le faire. Continuez à acheter du gear. Acheter du gear pour s'assurer qu'on puisse continuer monétairement. Puis ma bad, là, ça fait énormément de minutes que je suis en train de dire merci, mais c'est for real, ça vient du fond du cœur. Puis so let's do this shit, man. On s'en va vers 300 puis il n'y a personne qui peut nous arrêter. No, not never. Merci Bruno, je t'aime. Merci Mathieu Brutus pour la musique, je t'aime. Merci les Sans Restriction, Part of the People, le pod du peuple, je vous aime. Puis let's go baby.